Bon, Hervé, est-ce que tu veux te présenter d'abord brièvement et nous raconter ce que tu fais? Je suis Hervé Cuvillier, j'ai déménagé au Liban il y a 8 ans, je suis français. Et j'ai monté un groupe de médias digitaux avec 2 associés, dont ma femme. Et voilà, et maintenant j'aide aussi un fonds à se développer. Et voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus, mais il y a pas mal impliqué dans l'écosystème libanais des startups. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Liban? En fin de compte, ma femme est libanaise, mais elle vivait toujours à Paris. Et il y a 7-8 ans, 8 ans même, on a commencé vraiment à regarder le marché du Moyen-Orient. En disant, il y a une opportunité, elle travaillait chez Condé Nast à l'époque. Et on dit, tiens, il y a une opportunité de faire du contenu en arabe de qualité pour les femmes, il n'y avait rien, etc. Et on avait le choix entre Dubaï et le Liban, et on a décidé de l'installer à Beyrouth, avec un bureau à Dubaï quand même. Mais on est venu d'abord pour un projet d'entreprise, avant un projet de vie. Et puis ça s'est transformé en projet de vie, et puis voilà, on est très bien là pour l'instant. Cool. Et comment ça a commencé l'aventure des startups pour toi ici en Liban? Qu'est-ce que c'était au début? Compliqué. Ouais. Compliqué dans le sens, on arrivait en juillet 2008, donc si tu remets dans un contexte, moi j'ai toujours fait du digital depuis 1995, donc on est arrivé en venant d'un écosystème en France qui marchait plutôt pas mal. Et là, tu arrives dans un écosystème qui est totalement nouveau, qui débute. On était vraiment au tout début. Donc il a fallu former beaucoup de gens. C'était quoi la main-d'œuvre à l'époque? À l'époque, tu avais des gens, le digital, c'était vraiment associé au tout début. Genre, je fabrique des sites internet pour le restaurant du coin, l'hôtel du coin, le site à $2000 pour l'entreprise X ou Y. Voilà, c'était ça. Donc il n'y avait pas de développeurs genre full stack? Non, c'était pas ça. C'était beaucoup de gens qui venaient du monde Microsoft, qui étaient plutôt formés par les universités pour finir dans les systèmes d'information, dans les départements IT des banques. Ouais, donc c'était la première année, même les 2 premières années ont été assez chaudes, quoi. Ouais, en termes de ressources. Humaines. Et puis tu fais plein d'erreurs parce que tu as des réflexes où il y a des choses que tu considères acquises et qui ne le sont pas, donc ton équipe fait ça, ils reviennent. Enfin, je te dis, au début, on gérait des médias sur Internet, l'idée de mettre du Google Analytics, c'était pas inné, quoi. Alors que pour nous, tu vois, donc on se retrouve au bout de 6 mois en disant, mais en fait, pourquoi on n'a pas de stats? Pourquoi t'en veux? Ouais, ça serait pas mal quand même. Donc au début, en fait, c'était un peu des bouts de ficelle et en fait, l'Internet libanais s'est professionnalisé, ou en tout cas, il a adopté les standards occidentaux. Il y a eu une vraie... je pense qu'il y a eu pas mal de choses, on n'a pas été les seuls, il y a eu d'autres entreprises qui s'y ont mis à peu près en même temps aussi, et les gens ont commencé à y croire. Donc moi j'avais choisi le Liban de manière très objective en disant Dubaï est une ville qui est très chère, il y a du business, il y a plus de business en termes de marketing qu'au Liban, c'est indéniable. Mais la main-d'œuvre était très chère, donc on avait trouvé une bonne balance entre les ressources commerciales à Dubaï et en revanche, tu avais historiquement une vraie industrie de contenu au Liban, sur les médias traditionnels, la télé, la presse, la radio, l'industrie musicale. Le Liban a toujours été très influent là-dessus. Donc, comme on faisait beaucoup de production de contenu, et l'essence de ce qu'on allait faire était du contenu, ça faisait beaucoup de sens d'être au Liban. Okay. Donc, encore une fois, les bénéfices étaient plus importants que les inconvénients. D'accord, ok. Tu peux nous faire un bref historique de l'Internet du côté provider, du côté connexion? Au début, ça ressemblait à quoi quand tu es arrivé en 2008 en termes de bande passante, et où est-ce qu'on en est à peu près aujourd'hui? Écoute, quand on est arrivé en 2008, avoir un méga de débit était un vrai sujet, quoi. Ça devait nous coûter, je sais pas, moi, je me rappelle plus à l'époque, mais au moins $1000 le méga, quoi. Donc, consommer de l'internet et puis retrouver de l'internet limité, c'est-à-dire que tu avais le droit à ton méga dans une limite de temps de download. Donc ça, le retour était un peu compliqué, et il y a eu le ministère des Télécoms a eu 2-3 phases qui ont plutôt bien bougé, et il y a eu au moins 4-5 fois où les prix ont été divisés par 2, et à chaque fois ils divisaient les prix par 2, ils multipliaient le débit par 2. Donc au bout d'un certain temps, ça a commencé à devenir acceptable. Là, je considère qu'on rentre dans une phase encore chère, mais avec un débit acceptable. D'accord.
Mais voilà. Et pour une entreprise de contenu où, a priori, vous, quand vous devez diffuser des photos, de la musique ou des vidéos, en fait, c'est particulièrement essentiel pour vous de... Ouais. Alors, quand on est passé en vidéo il y a quelques années, ouais, on a eu quelques histoires où c'était plus rapide de mettre toutes les vidéos sur une clé USB et mettre quelqu'un dans l'avion pour aller à notre bureau de Belgrade ou à notre bureau de Dubaï que d'essayer d'uploader d'ici. Donc, ça, c'est incroyable comme histoire. Ouais, et j'avais eu Il faisait le trajet combien de fois par semaine enfin... Il faisait le trajet tous les 15 jours à peu près. Tous les 15 jours, d'accord. Ouais, on uploadait des batchs. Et c'était une sorte de passeur, mais de passeur de data. De data, exactement. Et j'avais raconté l'histoire au ministre des Télécoms de l'époque, qui avait été assez... En gros, je l'avais mis sous l'angle en disant, bah voilà, je t'explique, c'est simple. J'ai 90 personnes ici qui fabriquent du contenu texte et image. Si je ne peux pas continuer à passer, mon contenu va passer en vidéo. Si ça ne change pas, je ferme mon bureau à Beyrouth. Et à l'époque, quand tu as une bureau de ce taille-là, je crois qu'il n'y avait pas d'opération au Liban qui était aussi grosse que ça. Donc c'était vraiment la start-up libanaise. Quand la start-up libanaise te dit je vais partir du Liban parce que ça va pas. Je ne dis pas que ça a tout déclenché, mais ça a vraiment été une prise de conscience ça a choqué cette histoire. Donc finalement, en fait, les autorités, ils sont assez attentifs à cet écosystème de start-up. Enfin, c'était peut-être moins le cas à l'époque. Ouais, maintenant, on commence à devenir on essaie de faire le travail pour que les gens réalisent que c'est un secteur qui est important, c'est un secteur économique. Moi, j'ai toujours milité pour ça parce que c'est un secteur économique qui n'est pas très dépendant de la perception de sécurité du Liban. Quand tu regardes le système bancaire, les autres grands piliers de l'économie qui sont la banque, le tourisme et le real estate, le dynamisme du marché est basé sur à quel point je sens la stabilité du Liban. Nous, on a toujours expliqué, à partir du moment où on avait à peu près de l'électricité, à peu près de l'Internet et un aéroport qui marchait, on commerce avec l'Arabie Saoudite, on commerce avec Dubaï, on commerce avec l'Égypte, on s'en fout. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait au Liban, toute la notion est dans l'à peu près en fait. Et il y a cette petite marge d'à peu près que dont certaines personnes arrivent à s'accommoder. Alors il y a toutes ces histoires avec les générateurs. Alors par exemple, on était hier au Bididi et puis il y a ce truc incroyable qui est qu'à midi, ça coupe. Et alors tu es dans un environnement comme ça, en France à la Défense, panique générale, mon backup. Et ici, en fait, ils ont une sorte de calme par rapport à cette à peu près qui dérange moins finalement, quoi. Écoute, déjà c'est très drôle quand tu fais des réunions avec des gens qui viennent de l'étranger et que c'est midi et qu'on est en train de discuter, tu vois, sur une présentation, ça coupe, tu sens ceux qui habitent au Liban continuent à parler, il ne se passe rien, et les autres frisent et ils regardent le plafond et ils disent qu'est-ce qui s'est passé, genre il est midi et on continue la présentation. Donc l'à peu près, il faut le regarder dans une notion globale aussi. C'est-à-dire, ok, on a des générateurs, ok, l'Internet c'est à peu près. En même temps, tu as du talent ici. Et en même temps, voilà, on est quoi, le 6 mars, 8 mars 2017. Voilà, on est sur le toit, il fait beau. Là, je décolle pour Paris, je prends mon blouson. On a la mer qui est là. Enfin, tu prends ton blouson pour aller à Paris là ? Là, prends ta doudoune. Voilà, donc on est d'accord. J'ai même plus assez de vêtements assez chauds, ça fait que je mette mes affaires de ski. Voilà, il y a la mer, donc la qualité de vie est là aussi. Donc il faut gérer en termes macro. Je pense que quand tu as 25 ans, tu travailles dans une start-up au Liban, c'est embêtant d'avoir une micro-coupure. Et en fait, on a des batteries, donc ça coupe. Si tu regarderas, si tu fais bien le tour des bureaux, tu vas voir qu'il y a des prises rouges et des prises blanches. Les prises rouges sont sécurisées, les prises blanches ne le sont pas. C'est quoi ça ? Sécurisé, c'est-à-dire que tu n'auras pas de coupure. Donc tous les ordinateurs sont branchés sur les prises rouges. Les prises blanches, c'est le non essentiel, la climatisation, la lumière, etc. Donc nos ordinateurs ne coupent pas. On a un buffer de batterie qui fait que ça prend et le temps que le générateur reprenne. Donc, ok, tu peux décider tous les jours de t'énerver à cause de ça, ou tu peux t'en ficher complètement et de dire il faut le régler, travaillons dessus, mais ça ne doit pas m'arrêter de travailler. Et je pense que quand tu es dans Beyrouth Digital District, tu as des startups qui vivent de toute manière avec de l'à peu près. La vie d'une startup est toujours dans l'à peu près. J'ai à peu près assez d'argent pour faire tourner ma boîte, j'ai à peu près les ressources qu'il me faut, j'ai à peu près assez de clients, mon produit est à peu près prêt. Donc, tu sais quoi, ça va très bien dans l'ambiance. Au-delà de l'à peu près, il y a l'air d'avoir une sorte de résilience du Libanais qui,
Bah, comme toute l'histoire du Liban a été très fluctuante, ça a été accidenté, et finalement ils arrivent toujours à maintenir une sorte de seuil vital. Ouais. T'as cette espèce de conviction il y a un moment ça tombera pas plus bas, donc il y a un sol, et puis on a toujours rebondi. Et c'est pas maintenant, ça fait 5000 ans que la ville existe, donc c'est pas les premiers problèmes, il y a eu une famine ici, il y a eu plein de choses. Donc, tu as ce côté qui, en même temps, peut être un désavantage, c'est-à-dire que tu peux devenir plus complaisant avec les problèmes en disant « ça va s'arranger ». Donc, il faut trouver la bonne mesure en disant « qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que j'accepte pas à court terme et qu'est-ce que j'accepte pas à long terme ». Mais c'est vrai que quand il fait beau, quand tu fais tes week-ends à la mer, que tu as travaillé dur toute la semaine et que tu vas te faire ne serait-ce qu'une journée à la plage, tu rentres le soir, tu es un peu plus détendu. Voilà, ça fait partie de la vie ici, c'est une vie très méditerranéenne. Moi j'ai des petits-enfants, pour eux, ils sont très heureux, quoi. Ils font beaucoup de sport, ils vivent dehors, ils jouent. Donc il y a tout un équilibre que tu trouves. Et encore une fois, je pense que moi, j'ai souvent résumé ça en disant il faut que tu prennes la décision le matin de qu'est-ce que tu veux regarder. Et je pense que c'est une attitude dans la vie en général. Quand je vivais à Paris, c'est pareil. Si tu veux faire la liste de tout ce qui ne va pas à Paris, on peut y passer la journée aussi. Il faut décider de dire sur quoi je veux me battre, sur quoi je ne veux pas me battre et où je ne veux pas en faire une obsession. L'électricité, j'aimerais bien que ça soit résolu. Mais est-ce que c'est un problème au quotidien? Non. En tout cas, ça n'empêche pas ça n'empêche pas de tourner. J'aimerais que ça soit résolu. Nous, par exemple, on a aidé à un financement d'une société qui travaille sur des énergies, du stockage d'énergie renouvelable, qui permet d'éviter les coupures. Voilà, parce que faire tourner le générateur en ville, tu te dis, au niveau pollution, c'est pas l'idéal. Bon, d'un autre côté, si tu compares à Paris, il n'y a pas de diesel. Donc, si tu regardes bien, il n'y a pas de diesel ici. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de pollution. Il y a pas mal de pollution, mais tu vois. Il moins que Paris, je sais pas. J'en ai aucune idée, franchement. Okay, au moins, Paris mesure. Ici, je suis pas sûr qu'il mesure. Ou en tout cas, il mesure. Voilà. Après, il y a tout le monde qui s'assied à une table et qui dit ah, mais moi, dans mon quartier, non, voilà, c'est bon. Voilà, donc, tu vois, encore une fois, moi, je sens le truc progresser. Toujours pas assez vite, mais c'est nulle part jamais assez vite. Et ce qu'on est en train de faire au niveau start-up, c'est en train de se passer. Okay. Donc c'est ça qui est important pour moi. D'accord, donc la scène start-up fleurie, elle est à ses débuts. La scène start-up fleurie, tu prends le plus gros... C'est quoi le plus gros la plus grosse entreprise tech du Liban? Il y en a plusieurs, hein, des boîtes qui commencent à avoir des vraies tailles. Tu as Andrami, qui est le Spotify de la région, qui est basé à Beyrouth. Qui est une boîte qui doit avoir 30 millions d'utilisateurs, donc tu vois... 30 millions d'utilisateurs? Ouais. Donc c'est bien hors des frontières du Liban en fait. Ah, bien sûr, dans toute la région, tu as... Et juste en termes de marché, comment ça se fait que Spotify s'implante pas alors? Parce que c'est une question de... Moi j'ai pas mal discuté avec des groupes internationaux et puis quand on a travaillé avec Webedia sur Diwani, Diwani c'est le numéro 1 sur l'audience féminine dans la région aussi. Son audience c'est 70% en Arabie Saoudite. Et il fait quasiment aucun revenu au Liban, alors que 80% de son staff est au Liban. Donc c'est des boîtes. Au Liban, tu vas trouver beaucoup de startups qui sont très internationales. Le marché est petit, et donc tu peux pas te dire je vais faire une startup sur la taille du marché libanais. Donc ce qui est génial dans les entrepreneurs qu'on trouve au Liban, c'est les gens qui intègrent la dimension internationale d'entrée. Ou régionale au moins. Voilà. Soit tu fais la région, soit tu pars en Afrique, soit tu vas ailleurs. Mais l'idée même de faire une start-up pour le Liban, ça n'existe pas. Et alors ça, toi, tu es entrepreneur depuis longtemps. C'est une question, j'ai voyagé dans plein de pays dans le monde et souvent, c'est une question qui est initialement hyper importante pour le développement d'une start-up. C'est son marché de départ, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, tu considères finalement que le fait d'être trop petit, ça t'oblige à penser sur des échelles qui sont des échelles viables immédiatement, quoi. Ouais. Alors que par exemple en France, tu tapes 65 millions de consommateurs, mais il faut déjà arriver jusqu'aux 65 consommateurs. Ouais. Et après, il faut que le marché européen. Mais du coup, c'est beaucoup plus, ça semble plus dur, quoi. Alors la comparaison, parce que alors, je vais comparer entre la France et le Liban, parce que les deux seuls pays que je connais bien. Une façon de résumer le marché français, c'est que il est assez grand pour croire que tu peux faire une vraie start-up à une taille suffisante, mais trop petit pour réussir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si tu regardes pourquoi les boîtes, tout le monde est en train de se plaindre que les boîtes se font racheter, machin, etc. Quand tu crées une start-up en France et tu vas attaquer ton marché français, tu vas monter, tu as des très belles start-up qui peuvent monter jusqu'à 100 personnes, tout le monde parle français. Tu ouvres un deuxième pays, la communication avec l'autre pays qui va passer par l'anglais est à la marge. Tu as le cœur de la société qui parle toujours dans une langue et qui doit changer de langue pour communiquer. Et là, ça devient très dur d'intégrer les autres dans le cœur de la décision. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est switcher tout le monde vers l'anglais et d'obliger tout le monde à parler anglais. Au Liban, c'est difficile. C'est très dur. Mais c'est ça qui fait que tu peux ramener, c'est pas que des problèmes de moyens. C'est quand tu as un ADN qui est purement d'un pays, pas forcément français, ça pourrait être le cas avec allemand, avec des staffs seniors qui parlent très mal anglais. Moi, je suis halluciné tu vois, sur des startups que je suis en France, où des gens qui ont 25 ans ne parlent pas un anglais correct. Donc avoir des fonds étrangers, c'est compliqué. Donc avoir du staff étranger, c'est compliqué. De vendre tes produits à l'étranger, c'est très compliqué. Donc mécaniquement, tu as tendance à très lourd. Alors ça va, c'est 65 millions, c'est une grande économie. Tu arrives à faire des belles startups, mais pas assez pour dominer une Europe ou dominer mondialement. Et alors au Liban ? Au Liban, tu ne te poses pas la question. Déjà, tu travailles qu'en anglais, même si nous, je sais pas, tu as vu, c'est assez francophone comme ambiance, mais le gros quotidien est en anglais, parce qu'on parle avec des gens, tout le monde ne parle pas français, et puis tu interagis tout de suite avec l'extérieur, donc tu vas très vite en anglais. Donc la langue par défaut de toutes les startups est l'anglais. Et donc même nous, quand on se parle entre nous alors qu'on a beaucoup de francophones, on se parle toujours en anglais. Ou vraiment cas par cas sur des discussions un peu plus quotidiennes, on va parler en français, mais l'anglais est la langue par défaut. Tous les documents sont en anglais, etc. Donc c'est tout bête, mais quand tu intègres d'autres pays, il n'y a pas de phase de rattrapage, il n'y a pas de... Donc, le pays est trop petit pour imaginer ta start-up à cette échelle-là. Donc là, ce matin, on était avec une toute petite start-up qui dit, ils sont 4, et disent, bon, il faut que j'ouvre un bureau à Dubaï. D'accord. Ouais, donc ils commencent tout de suite. Ouais, Si on prend l'aéroport, tu dois avoir, tu as 3 à 4 vols par jour avec Paris, tu as 3 à 4 vols par jour avec Londres, tu as une quinzaine de vols avec les Émirats Arabes Unis par jour, tu as 4 vols par jour avec l'Arabie. C'est facile. C'est facile, tu montes dans l'avion, ça coûte pas très cher, les vols sont plutôt OK. Et tu fais tes allers-retours, tu peux aller à Dubaï. Moi, ça m'arrive de faire Dubaï dans la journée. Ouais, d'accord. 3h30 de vol, tu arrives à 11h là-bas, tu fais ta journée, tu rentres à minuit. Donc en fait, tu as une position géographique qui paraît assez favorable. Et puis il y a un autre élément, c'est que le gouvernement, assez récemment, a l'air d'avoir compris l'importance de l'économie numérique et il injecte beaucoup d'argent. Comment ça se passe, ça ? Alors, c'est la Banque centrale qui a créé une incentive pour débloquer une sorte de BPI, si on revient à la France. En disant aux banques, si vous investissez dans les startups ou dans des fonds, on va vous donner des garanties pour prendre plus de risques. Et ça a été à hauteur de 400 millions de dollars, donc pour la taille du Liban, c'est très très bien. Et ce qui a permis à créer une première génération, ça a mis un vrai effet d'entraînement, c'est-à-dire ça a créé une vraie génération de fonds. Il y avait 2-3 fonds avant qui avaient des petites tailles, etc., qui ne pouvaient pas avoir beaucoup d'ambition. Et puis après, ça a montré aussi ça a donné la conviction à des entrepreneurs qui trouveraient du financement. Parce que c'est important aussi quand tu veux quitter ton boulot, pas te dire je vais être tout seul et il ne va rien se passer. Donc d'un seul coup, si tu prends la Beirut Digital District, là je pense qu'à moins de 400 mètres de rayon, il y a combien là ? On doit avoir entre 250 et 300 millions de dollars de fonds alloués. Sur 400 mètres de rayon ? Ouais. Une densité pareille, il n'y en a même pas dans la Silicon Valley. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, il y a un fonds de 40 millions, là, il y a un fonds de 70 millions, en dessous, il y a un fonds de 80 millions, là, il y a un fonds de 20 millions, il m'en manque encore 2 derrière, là, tu as Uber, tout est là. Uber a des bureaux ici ? Uber a des bureaux ici, donc, c'est vraiment à pied, tu as la moitié de l'écosystème. Après, tu as d'autres choses, et c'est ça qui commence à être bien intéressant. Andrami est un peu plus loin, donc c'est bien, ça recrée un deuxième bassin de start-up, parce que c'est une entreprise qui a une certaine taille, donc d'autres start-up vont se mettre autour. Et on va arriver à cette génération de... les plus seniors de ces start-up vont quitter, comprendre comment ça marche, recréer leur propre start-up, et c'est là que tu as cette espèce de... ce
qu'on appelle le network effect, où ça va commencer à faire. On y arrive là. Ouais. C'est ce que tu racontais tout à l'heure avec le ruissellement de tes premiers employés qui ont... c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la Silicon Valley où voilà, les premiers employés d'Amazon, PayPal au début, quoi. Voilà. Voire même Yahoo en fait. Ouais. Yahoo, super développeur, et tout le monde est parti. Donc là, tu as Andrami, tu as Diwani, tu as Keyword qui édite une solution de e-commerce qui s'appelle Bookwity, qui doit avoir 250 personnes, alors ils doivent en avoir 100 et quelques ici. Ils ont déjà des bureaux partout dans le monde, ils sont à Barcelone, ils sont à Montréal, ils ont ouvert à Paris, ils sont en train de regarder l'Asie, enfin ils ont des bureaux à New York. Enfin, tu vois, donc tu trouves des startups, si tu prends les grosses startups ici, tu vas trouver qu'elles ont tout de suite des bureaux ailleurs. D'accord, ouais, c'est ce qu'on disait sur la position. Est-ce que tu peux me raconter un peu les câbles d'internet? Il y avait cette histoire que, en fait, on a enquêté un peu. On voit un peu d'ailleurs autour de nous. Il y a beaucoup d'antennes sur les toits de. Là, il y en a une juste au-dessus. Il y a beaucoup d'antennes. L'internet a l'air de passer beaucoup par les airs. Quelle est la configuration de l'infrastructure, vraiment des câbles, de la matière première d'Internet finalement? Alors, écoute, il y a la DSL comme partout, donc ça a été le point numéro 1. Comme la DSL, je ne suis pas le grand spécialiste de ça, mais comme les infrastructures cuivre, je pense qu'elles sont assez vieillissantes, tu ne pouvais pas passer non plus des débits de malades. Le deuxième truc qu'on ne réalise pas dans des villes comme Paris, c'est quand tu as un système d'égout, quand tu as un système de métro, c'est 1000 fois plus facile pour passer des câbles et de la fibre. D'accord. C'est déjà creusé. Là, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de fibre. En plus, c'est recours. Enfin, la ville, il y a des ruines romaines partout, donc tu ne peux pas creuser là où tu veux. Ouais, c'est ça, c'est que la ville a 5000 ans. Voilà. Donc, et quasiment aucun souterrain. Dans le sens. Quoi en dessous, en fait, la terre? Je ne crois pas qu'il y ait de système d'égout très évolué. Enfin, il y a, mais pas à la taille des catacombes, du système qu'on a à Paris. Il n'y a pas de métro. Les gens ne réalisent pas, mais quand tu as à peu près 400 stations de métro et la densité du métro, quand tu dois passer du Cap, c'est hyper facile. Hein. Tu passes juste dans les voies, tu négocies avec la RATP, puis tu tires tes câbles. Quand tu as la SNCF et tu as les voies de chemin de fer, tirer des câbles longs, c'est facile. Là, tu as un deuxième truc, c'est le Liban est beaucoup plus montagneux. Et là, tu fais 1h30 de route, tu es à 1800 mètres d'altitude. D'accord. Donc, l'aérien, enfin, les ondes sont vachement plus faciles à passer. D'accord. Tu as moins de coûts d'infrastructure et c'est plus facile. Est-ce que ça va rester temporairement? Tu me demandes, j'aimerais pas. J'aimerais bien que ça repasse en dessous parce que ne serait-ce que visuellement, c'est plus sympa de rien avoir sur les toits. Mais je sais pas, du coup, ça incarne Internet. Ça incarne Internet, mais quand tu dois déployer vite de l'infrastructure, ça coûte pas cher et ça marche. Donc tu reviens encore une fois à faisons ce qui est essentiel et puis après on verra comment on optimisera. J'ai entendu aussi cette histoire sur l'Internet dans les airs qui est que le bruit, ça interfère avec les signaux et en fait apparemment il y a beaucoup de bruit. Véro, t'as entendu cette histoire? Alors, quand tu passes par les ondes, toute interférence sur les ondes nuit à ton débit, nuit à ta qualité de connexion. Donc là, vous êtes arrivé un peu tard, mais quand il pleut à Beyrouth, il pleut. C'est des litres d'eau qui tombent, chaque goutte. Et donc, quand il pleut vraiment très fortement, ça t'empêche aussi sur les connexions. Donc, encore une fois, tout n'est pas. Nous, ici, par exemple, ce building est connecté à la fibre optique. Donc, voilà, c'est pas un problème, tu as de la DSL. Donc, c'est plutôt, c'est pas que tu as une solution, c'est que tu as un empilement de solutions pour résoudre le problème. Et après, ça va maturer, ou soit ils vont se dire, bon, moi, on a réglé le problème, on ne bouge plus, on reste comme ça. Mais encore une fois, tu reviens à, il n'y avait pas assez de débit, tu peux râler parce que je t'ai mis du microwave, mais tu pourras aussi dire, c'est sympa parce qu'au moins, ça n'a pas pris 3 ans pour connecter mon village. Donc, de temps en temps, ça fait de l'interférence, mais au moins, tu l'as le reste du temps. Et vous êtes chanceux quand même d'avoir la fibre parce que, en fait, partout, il y a des articles qui disent le gouvernement, allez, cette fois-ci, dans 7 mois, c'est sûr, la fibre arrive. Comment vous avez fait, vous, pour avoir la fibre? Alors, la fibre, là, elle est sur quelques bâtiments ici. Ici, c'est quand même le cœur de l'écosystème digital libanais. Donc, en gros, à part une grosse start-up qui est ailleurs, je te disais, toutes les grosses start-up sont là. Donc si tu ne commences pas par équiper ça, c'est-à-dire des gens qui créent, qui doivent faire à peu près 50% de croissance de leur staff tous les ans, qui payent bien leurs employés, si tu dois commencer quelque part, c'est
pas pour que quelqu'un puisse regarder Netflix à la maison, c'est plus pour créer de l'emploi. Donc c'est un peu normal que ça commence par là. Vous avez des interlocuteurs en fait alors au gouvernement qui vous écoutent, c'est important quoi. Il y a des gens, ils écoutent. Après, ça reste de la politique, ça peut être compliqué, ça reste aussi dès que tu rentres dans les investissements d'infrastructure, c'est des gros investissements. Et puis, tu as aussi des notions de... d'après ce que je comprends, parce que c'est pas ma grande spécialité, de respecter les confessionnalités. Donc si tu développes d'un côté, tu t'assures que tu développes de l'autre et que tout le monde est à peu près en même temps. Du coup, tu peux pas te dire comme on fait en France, tiens, je vais attaquer telle ville, je vais faire une zone pilote, je vois comment ça se marche. Il faut que tu fasses 2-3 villes en même temps. D'accord. Ah oui, donc en fait, quand ils ont filé la fibre ici, en même temps, ils ont dit, bon bah alors, vous là-bas, vous l'aurez aussi, et là en même temps, et là... Ici, c'est un endroit assez très business, donc je pense pas que ça va poser de problème. Mais juste après, la prochaine étape, c'est ce qui va se poser. Je pense qu'il va falloir que ça soit assez bien réparti. D'accord, ouais, pour que dans les églises et les mosquées, ils ont les mêmes bandes passantes. On va dire comme ça, ouais. En tout cas, que les régions pour soient... faire des Facebook Live, des prêches. Très bien. Mais, écoute, le vrai sujet aujourd'hui, c'est désenclaver les villages. Mais comme tu as exactement la même chose en France, tout le monde croit qu'en France tout va bien. Moi, ma mère habite en Picardie dans un village de 600 habitants. Je peux te raconter comment le village a été obligé de se cotiser pour qu'Orange mette un truc et qu'ils aient 512K de DSL à la maison en 2016. Au début en France, c'est la catastrophe. C'est encore une fois pareil. Ouais. Tu as un espèce de vue parisienne ou de très grande métropole en France. Et dès que tu sors de là, c'est pas la fête non plus. Donc, bien sûr. Nous, on pousse... L'avantage que je trouve au Liban, et en même temps qui génère beaucoup de frustration, c'est que c'est un petit pays. Et donc, un petit pays, c'est beaucoup plus facile à fixer. C'est-à-dire que, en gros, tu as fait 1000 km de fibre optique, tu as quadrillé le pays en long, large et en travers. Hein. Donc, tout le monde a du débit. Donc, tu es là, genre, les gars, ça peut pas prendre longtemps. Donc, c'est que vous bloquez. Tu vois, tu n'as pas ce truc de en France, j'ai un pays qui fait 1200 mètres de haut, 1200 km de haut et pareil en largeur, c'est autre chose. Là, c'est deux départements. Hein. Finalement, ça ressemble, en parlant avec toi, je me rends compte que ça ressemble beaucoup à la Californie, dans son positionnement géographique par rapport à un ensemble, par rapport à ce petit ensemble, dans une vaste région qui est beaucoup moins intéressée par Internet. Ça ressemble un peu. Est-ce que Écoute, tu as vraiment deux pôles aujourd'hui, tu as Dubaï et Beyrouth. Je considère que c'est vraiment les deux pôles qui sont en train de monter fortement. Avec c'est vraiment deux, et si tu regardes bien, c'est deux villes qui sont à la charnière. C'est-à-dire, le Liban, tu es vraiment à la charnière entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et donc, tu peux décider ici de tourner ton entreprise des deux côtés. Et l'Afrique aussi. Tu n'es pas loin de l'Afrique. Et donc, si tu reviens, moi c'est pour ça que nous on est resté là et qu'on travaille pas mal ici, c'est que si tu arrêtes de dire je suis dans un petit pays où il y a plein de problèmes, etc. et je compte pas, et si tu commences à te dire géographiquement, je suis très bien placé et très bien connecté avec tous mes principaux marchés, tu peux faire quelque chose de bien. Le comparable que je prends souvent, moi je vais... souvent un gros incubateur de start-up en France qui est à Lille, qui s'appelle Euratechnologie, et que je soutiens depuis très longtemps. Et quand je l'explique, il me dit « Qu'est-ce que tu vas foutre à Lille ?» Genre, c'est au nord de Paris. Moi, je regarde Lille en disant « C'est à 1h30 de Londres, c'est à 48 minutes de Roissy-Charles de Gaulle, c'est à 1h de Paris, c'est à 30 minutes de Bruxelles. » Donc, quand je vois les start-up là-bas, elles sont plus proches d'aller ouvrir en Angleterre. Et quand j'y vais d'ailleurs, ça me prend moins de temps de monter à Lille en TGV que de faire 1 heure d'embouteillage sur la 1. Donc, encore une fois, c'est qu'une question dans quelle perspective tu te mets et qu'est-ce que tu veux croire. Toi, à un moment, ça peut devenir une réalité quand tu te mets à y croire assez fortement. C'est une grande idée du numérique. Hein. Voilà. Il y a une sorte d'optimisme. Exactement. Et puis, porteur, parce que le fait qu'il y ait une connexion et que tu travailles sur beaucoup de produits qui sont achetables à distance et qu'il n'y a pas de transport de marchandises, fait que quand tu décides de le faire, c'est faisable. Et à ce titre aussi, en fait, le Liban, je trouve que parfois c'est une belle métaphore d'Internet en général, parce que c'est tellement un melting pot de beaucoup de choses que... Ouais, tu peux le regarder comme ça, ouais. C'est un vrai melting pot, c'est vrai. Et Internet, c'est ça, quoi. C'est plein de gens très différents qui essaient de trouver un langage commun pour se parler. Ouais. Et je sais pas, parfois, je trouve que le Liban, ça ressemble à ça, quoi.
Si tu veux, des fois, je l'explique en disant, par exemple, la gestion des jours fériés. Et quand on avait l'entreprise, en disant en fonction des communautés et qui prenait quoi, etc., par rapport à tes marchés, etc., parce qu'il y a une espèce d'équilibre. C'est le seul pays que je connaisse où il n'y a pas de religion dominante. Donc c'est tout con. Quand tu regardes en France, le calendrier est fixé sur un calendrier chrétien avec quelques adaptations, mais c'est chrétien. Tu vas à Dubaï, c'est un calendrier musulman. C'est facile à gérer quand les gens s'arrêtent de travailler, quand les gens ne s'arrêtent de travail, etc. Ici, c'est un équilibre. Et comme tu dis, l'équilibre, c'est plus dur à obtenir que quand tu as une communauté qui tient tout. Et donc tu résous plein de problèmes ici que plein de gens ne résolvent pas. Et ça en fait quelque chose d'intéressant. Ça peut être bordélique quelquefois, mais ça en fait quelque chose d'intéressant. Nous, on a eu, chez Diwanee, je crois qu'on a eu jusqu'à 10 communautés différentes. Ouais. Et ils parlent tous le même langage parce qu'ils font tous du HTML et du JavaScript. Et puis, tu sais quoi, tu as la jeunesse qui... chacun vit sa vie. C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant de voir comment tout le monde... en même temps, on s'y intéresse et tout le monde s'en fout. Et il faut réussir, nous, on a toujours dit, il faut réussir à avoir ce côté... laïque, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et puis quand on est ensemble, on bosse et on fait progresser le truc. Et voilà, donc c'est une super expérience. Moi, les premières années, mais je pense comme tout expatrié qui a été vivre ailleurs, tu t'adaptes à une nouvelle vie, tu t'adaptes à une nouvelle culture. Une fois que ça t'es là, c'est plutôt les gens qui me disent quand est-ce que tu reviens, t'es là genre, je sais pas comment je me réadapte. Tu regardes la France et tu vois qu'ils sont 200 000 à s'étriper sur des questions ils sont tous au moins aussi corrompus que. Après, je sais pas c'est à quel niveau. Mais bon, tu vois, mais t'as un. Écoute, on est en train de faire un truc. Moi, je pense que une des décisions que j'avais très rapidement prises, c'est je m'occupe absolument pas de la politique. C'est pas mon problème. La seule interaction qu'on a avec les pouvoirs publics, c'est pour améliorer les choses. Et avec la ferme intention de dire si on développe l'entrepreneuriat, si on développe vraiment un écosystème digital, on peut vraiment faire progresser le pays. Et ça, voilà. Ça te fait lever le matin. Ok, ça sera le mot de la fin, c'était super. Merci Hervé, c'était impec.